Bonsoir à tous. Donc, vous le savez visiblement tous, vu ce que je vois dans les commentaires, nous avons un nouveau Pokémon qui a quasiment sa place à l'EHPAD. Notre cher François Bayrou, 73 ans, nouveau Premier ministre. J'en profite là pour faire une petite transition vers un point boutique, puisque vous savez que c'est bientôt Noël, et j'ai parfois des gens qui me disent, qui me demandent en fait au niveau des délais de livraison, il faut pas trop les prendre en compte, ceux qui sont indiqués sur la boutique quand vous passez commande, parce qu'ils sont génériques, c'est toujours 7 ou 15 jours, ça dépend des modes de livraison. C'est standard, hein, vous n'êtes pas sur Amazon où le truc calcule en temps réel le délai de livraison potentiel. Donc, si vous passez commande dans le week-end, donc ce dimanche, lundi, mardi, je pense que vous recevrez votre colis avant Noël, même en mondial relais. À partir de jeudi 19, il vaut mieux passer en colissimo. Vous avez davantage de chances de le recevoir avant le 25 parce que c'est livré en 48 heures, alors en prenant quand même un petit délai vis-à-vis des livreurs. Voilà, ça laissera vendredi, samedi, ça laisse 4 jours, donc vous êtes à peu près tranquille. Voilà, donc vous pouvez vous faire livrer avant Noël, soit en commandant en mondial relais ou colissimo dès ce week-end, et puis après le 19, en colissimo pour être sûr d'être livré. Et puis bien sûr, vous pouvez continuer à commander pour être livré après Noël, hein, ça c'est pas un souci. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur Zone Artisanale, on a rentré beaucoup de nouveautés, plus de 140 références je crois, et normalement ce week-end il y aura des épices. Donc tout ça devrait être en ligne durant le week-end. Mais en attendant, notre cher François Bayrou, 73 ans, nouveau Premier ministre, et ça ne s'est pas fait sans heurts ni remarques. Vous avez peut-être vu passer ça, parce qu'il y avait des articles de presse qui disaient que finalement, c'était parmi les premiers noms qui circulaient, et puis finalement, après plusieurs échanges, Macron avait, paraît-il, refusé, et quelques heures plus tard, on apprend qu'en fait, il est nommé. Donc, il y a eu un petit peu de cafouillage dans les médias, et ce qui s'est passé, c'est que Macron avait bien appelé Bayrou pour lui dire qu'il ne serait pas Premier ministre, et puis il s'est fâché, il a fait une colère, il s'est rendu lui-même à l'Élysée, donc comme une espèce de terroriste, quoi, tu vois, pour aller menacer le président de retirer ses 34 députés du bloc présidentiel. Macron aurait alors fait prout et aurait cédé à Bayrou, ce qui est, à mon avis, la déchéance totale en politique, c'est quand tu es obligé de céder quelque chose à Bayrou, surtout en fin de carrière, et de le nommer Premier ministre. C'est chaud, quoi. Parce qu'en dessous de Bayrou, t'as Manuel Valls, et après, il n'y a rien, c'est le sol. On peut pas tellement aller en dessous. Et donc, il a nommé Bayrou parce que il lui a mis un coup de pression avec ceci. Voilà, les 34 députés sur la composition de l'Assemblée nationale. C'est la petite partie en orange ici, qui pèse très exactement pour 5,9% des députés. 34 sur 577. C'est quand même ça que ça veut dire. Le Premier ministre est issu du groupe parlementaire quasiment le plus petit. Ils ont quoi, une soixantaine de députés? Et ils se sont servis du barrage républicain, le front républicain, et ils ont marché sur les castors comme un marchepied, quoi, pour se faire élire. Et ils s'imposent en Premier ministre. C'était déjà vraiment douteux du point de vue de la démocratie, mais alors là, vraiment, après la censure, nommer des gens encore plus minoritaires, ça devient vraiment un problème, quoi. C'est n'importe quoi. Et donc ce truc-là est censé tenir. Ok. On verra combien de temps ça dure, hein. Mais nous sommes en démocratie, donc les types qui ont perdu les élections continuent de s'imposer, d'imposer leur personne et d'imposer leur politique. Mais bon, on a déjà parlé de tout ça dans la précédente vidéo qui faisait quand même 1h30 finalement. C'était sans doute assez long. Et ça rappelle ici une petite blague qu'avait fait le JDG dans des vidéos, des let's play qu'il avait fait sur Démocratie 3 ou un truc comme ça. Et il avait pris François Bayrou pour certains arguments. Mais bon, parce que j'adore la difficulté, et parce que c'est le seul candidat qui ne provoquera aucun débat dans les commentaires parce que tout le monde s'en fout, j'ai choisi François Bayrou, que je vais appeler Pépito. François Bayrou, le candidat de la simplicité, qui, comme vous allez voir, est pote avec tout le monde, et en même temps fâché avec tout le monde, puisque c'est un opportuniste qui va à la gamelle en fonction des sondages. Ça résume un petit peu sa carrière. Je vous partage aussi ce formidable mème quand on propose à Macron de sortir des énergies fossiles et qu'il préfère sortir des fossiles sans énergie, avec François Bayrou, 73 ans, je le rappelle, c'est un peu notre bidonne à nous, surtout quand vous l'écoutez parler. Il commence un peu à zozoter de la touffe, il n'est plus vraiment dans le coup. Il est vraiment très vieux. Ça va être énorme de l'entendre parler de l'actualité, de la politique, avec des vieux concepts complètement flous. Il va nous parler de l'URSS, très probablement. Alors, en attendant, donc on a ce guignol qui va essayer de former un gouvernement, et on a eu les différentes réactions. Déjà, on a Bardella qui affirme qu'il n'y aura pas de censure a priori de la part du RN. Eux, ils s'en foutent d'être le parti le plus important à l'Assemblée, si on reprend dans le graphique.
c'est le parti, et même le bloc, qui a le plus de nombre de députés. Ah non, le bloc, c'est le NFP, mais en termes de parti, c'est bien le RN qui, normalement, a gagné les élections, y compris dans les urnes en nombre de voix, et ils ne sont toujours pas pressés d'avoir un Premier ministre RN ou une quelconque participation. Ils restent dans leur stratégie de casse-burne, en quelque sorte, de ligne rouge. Bardella a souligné que les lignes rouges du RN qui ont mené ses députés à voter la censure contre Barnier la semaine précédente demeurent. Pas de déremboursement des médicaments, ne pas fragiliser la situation économique et sociale des retraités, etc. Il y en a d'autres. Et puis des fois, il en invente en route. Et puis à la fin, eh bien, le gouvernement a fait tout ce qu'il a pu pour contenter le RN, mais on va quand même le dégager parce qu'on aime bien foutre le bordel, histoire de provoquer une dissolution. Peut-être, on ne sait pas trop ce qu'ils ont envie au RN. Provoquer une dissolution, provoquer une démission de Macron, on ne sait pas. En tout cas, François Bayrou et Marine Le Pen sont dans une non-relation cordiale, mais on aura presque l'impression qu'ils sont un petit peu cul et chemise. Ici, on a l'un des responsables qui disait bien Bayrou, aucune hésitation, on a effleuré cet éminent député du RN lorsque le soir de la censure de Barnier, la question de l'après lui fut posée, et donc il y avait déjà Bayrou qui circulait. Il est pour la proportionnelle, qui arrange le RN, il a soutenu Marine Le Pen au moment de son procès, on verra pourquoi, il nous respecte. Ils sont devenus un peu fragiles au RN, un peu sensibles sur certains points. François Bayrou aussi, on nous le rappelait un petit peu plus bas. Durant la dernière présidentielle, c'est aussi lui qui a accordé gracieusement son parrainage à Marine Le Pen, qui peinait à recueillir les 500 précieux parrainages, s'édifiant encore en garant de la démocratie, vous vous souvenez? Vu qu'on avait besoin du RN au second tour pour faire réélire Macron, on avait eu cette manipulation de voir Bayrou appeler ses élus, parce qu'il n'a pas fait que lui donner sa signature, il a appelé tous les élus de son parti à le faire aussi, pour que Marine Le Pen puisse se présenter au nom de la démocratie. Et quelques mois plus tard, au second tour, quand le duel c'était Le Pen-Macron, au nom de la démocratie, il fallait bien sûr faire barrage à Le Pen, c'était honteux, scandaleux, on ne peut pas laisser faire ça, il suffisait de pas donner les parrainages. Ou bien le RN est un parti dangereux, antidémocratique, anti-républicain qui n'a pas sa place dans une démocratie, et dans ce cas on l'interdit, comme on a pu interdire d'autres groupes et d'autres associations, ou bien on le laisse participer aux élections, mais on n'interdit pas aux gens de voter sur des considérations morales quand il est au second tour, hein, parce que sinon c'est... Dites simplement qu'on a le droit de voter que pour un seul parti, d'ailleurs ça commence à venir. Et puis il y avait aussi en 2017, celui-ci conditionnait en vain son ralliement à Macron à l'introduction à minima d'une dose de proportionnelle et la création de la fameuse banque de la démocratie, afin de financer les partis en période électorale. Il est insupportable qu'une banque privée ait le droit de vie ou de mort sur une formation politique. Bon. Et là, on voyait déjà qu'en 2017, le rapport de force était inversé, puisqu'il a essayé de monnayer son ralliement, et c'est Emmanuel Macron qui lui a dit « on s'en fout un peu, si tu veux pas rejoindre mon merveilleux majorité présidentielle, t'as qu'à rester sur le bord de la route, on fera sans toi ». Et il me semble qu'il n'était pas essentiel à ce moment-là. Et maintenant, c'est Bayrou qui fait plier Macron. C'est amusant. Ici, on a Bardella qui nous rappelle qu'il n'y a pas de censure a priori, mais qu'il faudra respecter les lignes rouges. Nul doute que le centriste l'a en tête, hein, la montée du RN dans les urnes. À chaque présidentielle, il faut regarder qui Bayrou a soutenu ou parrainé. Glissait il y a 2 ans Matois, le député du Loiret Richard Ramos, dont les fines précisions n'ont d'égal que la truculence. Hollande en 2012, Macron en 2017, Le Pen en 2022, se figurant que son champion imaginait un jour s'installer à Matignon, son objectif de toujours après l'Élysée, sous la présidence peut-être d'un RN. Donc en fait, il est toujours en train de soutenir le candidat le mieux placé pour être élu. La gauche, la droite, le centre, l'extrême droite, l'extrême centre, on s'en fout. On est là pour les postes, on est là pour obtenir du fric, des postes, de la reconnaissance, des petites médailles, faire des réunions, passer dans les médias. Voilà ce qui va intéresser notre cher François Bayrou. Donc il n'y aura pas de censure a priori du RN, ce qui fait qu'il y aura sans doute un gouvernement Bayrou qui va être formé et qui va commencer à essayer de faire un budget, ce sera très drôle, mais ça risque de péter un peu plus tard. On va écouter ce que nous dit Coquerel à ce sujet. Quoi qu'il arrive, non, ça n'aurait pas été le cas si tu avais un Premier ministre Nouveau Front Populaire. Mais à partir du moment où c'est un Premier ministre qui reste du bloc macroniste, pour quoi qu'on en dise, continuer à appliquer la politique économique de M. Macron, qui est minoritaire dans le pays, qui n'est donc pas légitime, bien sûr, nous allons le censurer, on va jouer notre rôle d'opposant. Pourtant, on le disait en plateau à l'instant, il y a des sujets sur lesquels vous pourriez vous retrouver, la taxation des super-profits par exemple.
J'en sais rien, vous dites ça, mais je ne suis absolument pas certain que M. Bayrou va aller plus loin que M. Barnier, c'est-à-dire des mesures dans ce sens-là qui étaient homéopathiques. Je sais que certains de ses partisans à l'Assemblée, je pense notamment à mon collègue et ami Jean-Paul Mattei, souhaitaient un peu aller plus loin, mais je n'ai nulle information pour laisser penser que M. Bayrou est sur cette position. Donc là, pour l'instant, au moment où on se parle, il y a deux choses déjà qu'il faut dire. C'est que M. Macron vient d'amuser la galerie pendant une semaine quand même, parce que c'était le premier nom qui circulait, c'est le dernier nom qui arrive à Matignon, et on voit qu'entre-temps, il se sera servi de ça pour finalement, notamment, essayer de diviser le nouveau Front populaire et revenir un peu dans le jeu, alors qu'il avait été battu une troisième fois par la motion de censure. À ce sujet, Fabien Roussel, du Parti communiste, dit au sujet de François Bayrou, on jugera sur pièce, pas de censure obligatoire. Vous le regrettez, ça ? Bah écoutez, ça sera le choix du Parti communiste. Nous, on fera notre choix. Et si cette motion de censure 49.2 passe pas, je vous parie tout ce que vous voulez qu'on se retrouvera sur une motion de censure sur le budget, parce que juger sur pièce, ça sera juger une politique qui va rester quand même fidèle globalement, parce que c'était l'objectif de M. Macron, à sa politique d'offre, de compétitivité, d'austérité, qui n'est pas bonne pour le pays et qui est minoritaire. Donc voilà un peu quel sera le canevas. 49.2 tout de suite pour nous. Et puis au-delà, je suis à peu près certain qu'on se retrouvera sur le budget pour le censurer. Donc ça va être une réédition de ce qu'on a déjà vu avec Barnier, avec l'épitrerie sur la nomination du nouveau Premier ministre, l'épitrerie sur quels ministres vont former le gouvernement, et ensuite on se met au travail, les premiers jours du nouveau gouvernement, ça va être fascinant, et puis les premières propositions, les différentes dingueries, tout le monde va mettre son amendement à la con, on fait un budget complètement zinzin à la fin pour essayer de retrouver un peu de cohérence, parce qu'il faut quand même aussi avancer. Tu te retrouves avec un budget clé en main, finalement fourni par les impératifs des marchés financiers de l'Union européenne, qui vont faire passer à coup de 49.3, et puis on verra bien. Il y aura sans doute à nouveau une nouvelle censure, puisque, comme il le dit, si c'est la même politique qu'on a censurée, on va refaire la même chose. Et comme le RN est, à mon avis, partisan d'une bordélisation, créer du désordre pour conduire à une dissolution, il est tout à fait possible qu'il y ait une nouvelle censure, nouveau Premier ministre à trouver. Il y en a de plus en plus aussi qui exigent la démission d'Emmanuel Macron. Il y a Villepin qui apparemment a fait un petit truc là dans les médias où il appelle à la démission de Macron ou quelque chose comme ça. En tout cas, j'ai vu qu'il avait l'intention de se présenter, visiblement. Alors, parmi justement les premiers pressentis pour rentrer dans ce nouveau gouvernement Bayrou, ça je l'avais dit à un pote, après Bruno Le Maire, ce qu'il nous faut à l'économie, c'est Thierry Breton. Et c'est apparemment ce qui est en discussion, ou selon plusieurs sources parlementaires, pour succéder à Antoine Armand à Bercy, François Bayrou songerait à plusieurs noms, dont celui de l'expérimenté Thierry Breton. Alors lui, pour couler des trucs, lui il est fort, hein. L'ancien commissaire européen au marché intérieur, il a donc démissionné en septembre dernier, après 5 années de service. Peut-être que déjà en septembre, il avait l'espoir d'être nommé Premier ministre, hein, lui aussi. On n'est pas à l'abri d'un successeur de Bayrou qui s'appellerait Breton. Bref, donc Thierry Breton ou alors Pierre Moscovici, qui a été reçu au même titre que Villeroy de Galhau. Voilà, l'un des trois pourrait être le nouveau ministre de l'économie. J'ai une préférence pour Thierry Breton. Il a coulé tout ce qu'il a touché. Il a touché à France Télécom, ça a coulé. Il a touché à Atos, c'est un désastre. Oh, la gueule du truc. Il a pris toutes les décisions de merde, il est parti avec une retraite de zinzin qu'il a fallu décaisser à plusieurs dizaines de millions pour sa retraite chez Atos. Je sais plus combien, 20 ou 30 millions que l'entreprise a dû décaisser et mettre sur un compte de côté, tu sais, parce que on va pas commencer à prendre des actions Atos vu qu'on a coulé la boîte. Faut pas déconner. C'est de l'argent à lui qui est de côté et puis il le touchera au moment de la retraite. Atos, c'est coulé, c'est fini. Par contre, la retraite est toujours là. Hein, il n'a jamais été comptable de quoi que ce soit dans ce désastre absolu, et il va maintenant en plus être ministre de l'économie. C'est des génies. On va rigoler. Alors là, je vous dis que les 3 prochains mois, ça va être énorme. En attendant, faisons un petit point sur François Bayrou, qui, de longue date, est perçu par tous ceux qui ont un cerveau comme un risible cornichon. Ici, il y avait une tribune de Maurice Druon qui est ressortie de derrière les fagots, publiée en 2004. Qui brosse un peu un portrait du personnage. On va faire un portrait vite fait avec les quelques éléments que j'ai pu choper à droite à gauche, mais qui sont déjà suffisamment significatifs. De toute façon, on va pas trop s'y attarder, il est là pour 3 mois. François Bayrou, personnage secondaire destiné à le rester, n'est remarquable que par sa persévérance à desservir les intérêts supérieurs de la France. Il possède éminemment ce que les Anglais désignent par l'expression de nuisance value.
la valeur de nuisance. C'est exactement ça. C'est comme ça d'ailleurs qu'il est devenu Premier ministre. Tu me nommes ou je retire mes 34 députés. Ah ah, tu as peur, hein, tu trembles. Et en fait, oui, puisqu'il a été nommé. Voilà un Béarnais, fils d'agriculteur, qui, doué pour les études, devient agrégé de lettres classiques. À 28 ans, il fait ses premiers pas en politique en entrant au cabinet de M. Méhaignerie, ministre de l'Agriculture. Il adhère du même coup à la formation centriste que créa Giscard d'Estaing pour servir son élévation personnelle. Cette formation, qui aura participé à renverser le général de Gaulle en 69, deviendra l'UDF. On voit d'ailleurs les convictions du personnage, où il entre en politique, visiblement par une forme de piston, il devait connaître des gens. Il arrive au cabinet et il devient membre du parti de son ministre de tutelle, parce qu'il faut se faire bien voir. Après, de là à dire qu'il a des convictions, qu'il les partage avec le parti, il est là pour avoir sa petite carte et justifier d'être embauché par un ministre de ce parti-là. Bayrou s'y installe, il prospère, un peu comme un cafard. Il est élu conseiller général de son département natal, conseiller régional. Conseiller, il est aussi de M. Pfimelin à la présidence de l'Assemblée européenne. Alors là, il y a un petit encart sur Pfimelin, mais on s'en fout. Bayrou poursuit un parcours politique assez habituel. Élu député, il montre assez vite un appétit ministériel en se faisant des problèmes de l'enseignement une spécialité. Il fonde et préside un groupe permanent de lutte contre l'illettrisme, louable programme. Le malheur veut que, le temps qu'il fut ministre de l'Éducation nationale, l'illettrisme ne cessa d'augmenter et le niveau général des études de baisser. Est-ce durant cette période que se produit en lui une dilatation un peu excessive de l'ego? On va voir quelques exemples. Oui, notamment le passage avec la veste, hein, j'ai vu que ça a un peu marqué les esprits. Alors, est-ce que la suite était intéressante? Donc c'est surtout un carriériste qui essaye toujours de monnayer son soutien, à droite, à gauche, au centre. Assurant faire partie à l'Assemblée nationale de la majorité afin de garder son électorat, il tient son groupe parlementaire à la lisière sous le prétexte de refuser la caporalisation. Il ne cesse de critiquer l'action du gouvernement, avec souvent les arguments de l'opposition, et ne vote pour lui que du bout des doigts quand il ne s'abstient pas, attendant visiblement sa chute. Quelle belle logique politique! C'est ce que Bayrou appelle cultiver sa différence. À bénéficier d'un si grand soutien, on en vient à préférer ses adversaires. Une loyauté à géométrie variable, toujours à vendre, aucune conviction politique. Seul compte la carrière, les postes. On a ici Asselineau qui nous rappelait ce qu'en disait Simone Veil. Une longue liste d'arguments peu flatteuses, un mauvais, intrigant, opportuniste, ambitieux, arriviste, prétentieux, carriériste, factieux, séditieux, renégat, lâcheur, déloyal. Pas terrible. Le mec est une énorme merde depuis 30 ans. C'est une constante. Et alors effectivement, il a un très gros problème d'ego, comme ici, où il se prend pour Richard Gere. On m'a dit que je ressemblais à des gens, mais l'acteur de Pretty Woman, là, Ah, Richard Gere. C'est pour ça que c'est votre film préféré? Non, pas du tout. C'est pas votre film préféré? Vous me prenez pour un neuneu. Non, alors, mais vous aimez Pretty Woman? Oui, bien sûr. C'est très incohérent, hein, quand même. Bon, donc voilà, il se prend pour Richard Gere. Je suis beau, je suis génial, je suis un acteur hollywoodien. Alors, c'est pas son film préféré, mais il aime bien quand même. Enfin, bon, voilà. On voit déjà que ça serpente un petit peu. Hein. Je me souviens d'une question qu'un journaliste lui avait posée. Qu'est-ce que votre femme aime en vous? Un truc comme ça. Il avait répondu que c'était sa virilité. Bon, il a un côté moutonnier. De là à dire qu'il est viril, d'extérieur, ça se voit pas trop. Puis dans les actes non plus. La fameuse séquence de la veste. Ah, il balance sa veste à son suppléant, là, visiblement. Un larbin qui doit traîner par là. Et puis hop, bonjour, machin, ça va. Il aurait pas pu la donner. Il la balance sur le mec. Et donc ça vient d'une séquence qui a d'ailleurs été commentée par Le Petit Journal à l'époque, avant que ça devienne quotidien. Est-ce que ça va se lancer? Alors ça se lance, mais vous ne le voyez pas. Tiens, c'est marrant. Bon, c'est pas grave. Donc ça, c'est une séquence où en fait, c'est une visite du Premier ministre qui s'appelait Édouard Philippe à l'époque, qui est à Pau et qui va donner des éléments comme ça sur la réforme des retraites qui avait lieu à l'époque. C'était avec Jean-Paul Delevoye. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce gars-là. Monsieur 13 retraites, on ne sait plus combien il en avait. Et donc tu as Édouard Philippe qui arrive, même pas il l'attend, il s'en fout. C'est Bayrou la star. Bon, c'est dommage parce que je peux pas vous montrer du coup. C'était un petit bout de sketch qui s'appelait « Mais pour qui se prend François Bayrou ?» Et on le voit prendre la parole dans la réunion publique, parler de « nous faisons la réforme des retraites, ce qu'on doit faire avec cette réforme et tout », alors que le mec n'a aucune fonction, il est même pas député,
qu'il était simplement maire de Pau, et il prenait la place du gouvernement dans cette réunion. Il demandait à Philippe de s'asseoir, assis-toi, allez, reste assis, laisse-moi faire. Et puis il commençait à pérorer sur ce qu'il faut faire, ce que nous allons faire dans la réforme des retraites, alors qu'il n'avait absolument aucun poste. Il y a aussi ce petit passage. Je vous laisserai aller voir ça, hein, si vous voulez voir l'intégralité, parce que de toute façon, il y a des problèmes de droit d'auteur. On les voit, en fait, depuis son bureau. Il y a une fenêtre qui s'ouvre avec un petit balcon qui donne sur la place. Et puis, il dit à Édouard Philippe, qui est à côté de lui, c'est bien quand les foules viennent t'applaudir. Et puis, il regarde le parvis. Le mec se prend vraiment, tu sais, pour Jésus devant la foule. Une foule en liesse. Alors, la foule n'est pas toujours en liesse avec Bayrou. Pour revenir sur la question du petit journal, je me souviendrai toujours d'un extrait qu'ils avaient montré. C'était vraiment il y a longtemps, hein. Peut-être même au moment de la création du modem. Modem, il avait appelé ça comme ça parce que ça faisait mouvement démocrate. Mais rappelez-vous que le modem, c'était le truc pour recevoir Internet avant les box. Donc c'était moderne. Ils avaient invité les médias, tout ça, à venir faire. Je crois que c'était vraiment l'inauguration du modem. Et ils voulaient faire moderne. Il l'avait foutu devant un ordinateur et il essayait de montrer qu'il savait s'en servir. Il savait même pas l'allumer, c'est un conseiller qui a dû appuyer sur le bouton, un ordi portable. Et puis il commence à essayer de se la raconter et il te sort une phrase à la con, c'était « J'étais féru d'Internet bien avant l'arrivée d'Internet ». Tu vois qu'il essaye de se faire plus gros qu'il ne l'est. Il sait qu'il dit une connerie au moment où il le dit, c'était vraiment génial. Si les gens veulent retrouver ça, qui ont toutes les archives de quotidien, comment ça s'appelait déjà, le Petit Journal, c'était même avant que ça devienne une émission quotidienne, ça faisait partie du Grand Journal, comme l'émission s'appelait avant. Je sais pas si ça existe encore, je regarde plus la télé. Mais voilà, tu voyais ce pauvre Bayrou qui essayait de se donner un aspect moderne, donc il était déjà ultra ringard il y a bien 15 ans. Alors maintenant, je vous explique pas, surtout du haut de ses 73 ans. Ah non, ça rajeunit pas. Hein. Il y a ce petit extrait qui est ressorti aussi, qui est un peu symbolique. François Bayrou en visite à l'hôpital de Pau le 26 juin 2023, il y a un peu plus d'un an. Je vous passe un peu le début parce qu'on n'entend pas grand-chose. Oui, bien sûr, on construit un hôpital de ça. Voilà, donc il se fait engueuler par les manifestants. C'est les problèmes dans l'hôpital, comme il y en a dans toute la France. Et il va aller voir les manifestants qui lui gueulent dessus. On construit un hôpital de 150 millions. Ah oui, c'est vous qui avez construit l'hôpital. On apporte 70 millions. Et oui, et le personnel, vous y pensez au personnel? Alors, vous y pensez au personnel? Ça fait 2 ans que je vous vois chaque semaine. Vous n'apportez rien, vous venez... Qu'est-ce que Vous apportez quoi, vous? Vous apportez quoi? Et il va finir par se faire casser la gueule, lui. Bref, donc, qu'est-ce qu'il apporte? Du fric, votre fric. Et ça devient on. Ça devient je, presque. Je vous donne de l'argent, vous pourriez quand même dire merci. Et vous, qu'est-ce que vous apportez? C'est eux qui payent, hein, quand même. C'est quand même dingue. Il y a eu une rénovation ou un nouvel hôpital qui a été construit à Pau parce que l'autre est antédiluvien, apparemment. Et il te dit, on apporte 150 millions... Nous, on donne 70 millions, nous qui, j'imagine, la commune, c'est l'argent du contribuable, hein, c'est les gens qui sont là, qui financent tout ça, justement. Et puis, il y a des problèmes de personnel, alors ça, c'est pas forcément lié à la mairie, je ne sais pas qui s'occupe des rémunérations, mais c'est peut-être plutôt au niveau de la politique du gouvernement, et comme il les soutient tous, bref. Et voilà, il vient se vanter de dépenser l'argent des gens qui manifestent, et leur dire, vous n'apportez rien, depuis 2 ans. C'est fou, hein, c'est eux qui bossent, c'est eux qui payent, vous n'apportez rien. Alors que Bayrou n'a jamais rien branlé de toute sa vie. Faut avoir du culot, hein. Il y a vraiment des coups de guillotine qui se perdent. Et puis il s'énerve et il se met en colère, et ça rappelle un petit peu ce qu'il a fait, le fameux épisode de la gifle. Le mec est vraiment resté célèbre pour ça, il a tapé un gosse, qui apparemment lui faisait les poches, il s'est retourné, il lui a collé une droite. Tu ne me fais pas les poches? Alors j'imagine que si ça n'avait pas été un enfant de 7 ans, il aurait peut-être gardé sa main dans sa poche et il aurait sans doute baissé les yeux. Mais là, c'était un enfant, alors il y est allé. Pareil, hein, quand c'est Macron qui a les genoux à terre, il se met en colère. Donc apparemment, il est colérique. Ça a l'air d'être un trait dont on pourra peut-être voir dans les 3 mois quelques réminiscences. On va bien rigoler s'il commence à péter des câbles à chaque fois qu'il est critiqué. Oh. Et d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai vu un petit bout d'extrait passer de son allocution sur le perron de l'Élysée, je crois, avec Barnier, et il était en train de pérorer sur le thème « Quand vous venez des banlieues, vous n'avez pas la même chance que tout le monde, il faut une société qui marche pour tous, et blabla ».
Et lui, quand il va en banlieue, il fout des claques aux gosses, quoi. Alors, François Bayrou, il a déjà un parcours politique d'anguille, d'opportuniste, de lâche et de tout ce que tu veux. Il a participé à toutes les saloperies qui ont coulé le pays ces 40 dernières années. Hein. Je vous renvoie au débat qu'il avait fait avec Chevènement et toutes les inepties qui sortaient sur l'euro. Chevènement avait raison sur tout, Bayrou avait tort sur tout. Qui est Premier ministre? Le plus nul. Donc ce serait d'ailleurs assez cohérent qu'ils prennent Thierry Breton pour l'économie. Et François Bayrou, il avait déjà été ministre sous Macron pendant 35 jours. Ministre de la Justice dans le premier gouvernement Macron en 2017. Quelques mois avant, il expliquait que Macron était l'homme sans projet, sans ambition, sans rien, le vide incarné. Et finalement, vu les sondages, on va le soutenir et puis on va être ministre de la Justice quelques temps plus tard. Bon, ça a duré 35 jours, puisque au Modem, en fait, ils avaient les mêmes problèmes que Le Pen en 2017, c'est-à-dire déjà l'affaire des assistants parlementaires ou des assistants étaient payés sur fonds européens normalement pour assister les députés et travaillaient finalement pour le parti et faisaient aucune heure pour l'Assemblée européenne, qui de toute façon ne sert à rien, donc c'est pas un problème, mais c'est quand même du détournement de fonds, puisque quand tu es payé par une administration pour faire un boulot et que tu vas bosser chez les copains, pour des instances privées, puisqu'un parti c'est quand même une instance privée, bah, c'est du détournement de fonds. Le RN avait eu cette histoire dans les pattes pendant toute la campagne de 2017, et tout le monde savait que le Modem avait exactement le même problème, et que tous les partis d'ailleurs avaient joué les mêmes combines, mais personne n'en avait parlé dans la presse. Oui, on verra dans quelques temps, peut-être après la présidentielle, quand ça n'aura plus d'importance. Bon, ça en avait quand même parce qu'il était nommé ministre. Et il a fait 35 jours, au prétexte qu'en tant que ministre de la Justice, il allait être informé de différents éléments du dossier, et ça posait vraiment un gros problème de déontologie. Problème qui, depuis un certain... Comment il s'appelle déjà? Dupond-Moretti, merci. Dupond-Moretti, qui a eu exactement les mêmes problèmes, mais en plus grave, parce que lui, ça le concernait directement. Hein. Je crois qu'il avait même utilisé ses fonctions de ministre de la Justice c'était pour punir des magistrats qu'il avait embêtés quand lui était avocat. Je crois que c'était ça. Hein. Et donc, il a été condamné pour abus de pouvoir, ou je sais plus quoi. Je sais plus comment ça s'appelait. C'était un ministre de la Justice condamné pour des faits durant son mandat et qui est resté en poste. Voilà où a fini la déontologie promue par Macron en 2017. En même temps, ça commençait très mal. Donc Bayrou, président du Modem, qui a chié sur Macron, qui finit ministre et que ça dure 35 jours. Pour garder son soutien, Macron lui avait organisé un petit EHPAD qui s'appelait le Haut Commissariat au Plan. 15 millions d'euros dépensés pour 6 rapports. Donc il lui a fourni un bureau, bagnole de fonction, du personnel, parce que comme ça il peut donner des ordres, ça occupe les journées, et puis ça lui donne un petit peu de pouvoir et de satisfaction personnelle. Ils ont rédigé 6 rapports complètement bidons, dont la Cour des comptes a bien expliqué que ça n'apportait strictement rien, et que ce Haut Commissariat en plan d'ailleurs faisait doublon avec d'autres trucs chargés de faire de la stratégie, France Stratégie, les comités aussi de stratégie de l'Assemblée nationale, du Sénat, tout ça se marchait sur les pieds, et à un moment ils ont dit bon, faut peut-être un peu arrêter la gabegie. Donc, finito le Haut Commissariat au plan, et du coup, il veut son petit poste, Bayrou. Il est hors de question de se contenter d'être maire de Pau et de se faire gueuler dessus par des infirmières ingrats qui ne sont pas contents quand on leur rend leur argent, quoi. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il s'est soudainement souvenu qu'il pouvait être Premier ministre et il a réclamé le poste. Déjà, il était mêlé à une affaire d'emploi fictif au Parlement européen. Il a réussi à s'en créer un, aux frais des Français, 15 millions d'euros, pour rien foutre. Ça s'appelle un emploi fictif. Affaire des assistants parlementaires, tout ça lui court toujours au cul. Hein. En 2017, il avait perdu son poste de ministre en 35 jours à cause de ça. Il est toujours dans les mêmes affaires. Le parti du Modem et de l'UDI ont d'ailleurs été condamnés. Des amendes. Voilà, l'UDI a été condamné à 300 000 euros ferme. Apparemment, il y a 11 contrats litigieux, mais en fait, ça c'est les trucs. Ils présentent devant le juge les éléments sur lesquels ils ont une chance de faire condamner les personnes. Il y a tout le reste dont ils n'ont pas forcément assez de preuves qui finit pas devant le juge. Donc le 8 février, quelques jours après les 3 relax, dont celle de Bayrou, 8 février 2023, hein, si je ne me trompe pas, ou 24, le parquet a fait appel. Le parquet contexte ces relax, estime que les faits caractérisent des infractions reprochées et que les preuves de ces délits sont réunies contre tous les prévenus. Donc il y aura un nouveau procès. À ce jour, la date du nouveau procès n'a pas encore été fixée.
Maintenant qu'il est Premier ministre, je pense que ça va rester un petit peu dans les cartons. Et Marine Le Pen pourrait beaucoup apprécier d'avoir un François Bayrou Premier ministre, qui aurait à cœur d'enterrer ces histoires d'assistants parlementaires et de détournement de fonds, puisque finalement, ils baignent dans les mêmes affaires. Et la Le Pen est passée au tribunal dernièrement pour ces histoires et est menacée d'inéligibilité pour plusieurs années qui pourrait remettre en cause sa participation à la prochaine présidentielle, chose que François Bayrou a critiquée, énonçant un problème de démocratie, alors que c'est le contraire en fait. Normalement, tous les Français sont égaux devant la justice, et c'est pas parce que tu es candidat à la présidentielle, potentielle, que tu peux te permettre de chier sur les lois et d'être lavé de toute obligation de respect de la loi, au prétexte que ce seront les électeurs qui jugeront si oui ou non tout ça mérite d'une sanction ou pas. Alors ça veut dire quoi? Si Le Pen est élue, elle est blanchie, si elle n'est pas élue, on ouvre un procès, c'est comme ça que ça marche? Parce que moi aussi, je peux faire des dingueries, des escroqueries, etc., puis dire, ah non, chat perché, je vais être candidat à l'élection présidentielle au nom de la démocratie, faut pas me condamner, on verra devant les urnes. C'est pratique, hein? Donc voilà où on est de la déontologie. Donc le mec n'a aucune légitimité démocratique. Il représente 34 députés sur 577. Même s'il est dans un bloc majoritaire, on a appris qu'il a fait pression sur le président pour se faire nommer. Apparemment, pas grand monde veut de lui. Même au sein de son parti et de son groupe, des gens, je crois, à l'UDI ont dit il faut surtout pas que ce soit Bayrou. LFI va voter la censure après le reste, on verra bien. Ils n'ont pas envie de passer et de se faire insulter dans les médias de dissidents, de chieurs ou de je sais pas quoi, d'irresponsables, de dangereux, hein, qui renversent le gouvernement pour rien et cause de l'instabilité. Donc sans doute qu'ils vont laisser Bayrou faire son ministère, son gouvernement, qui va présenter un budget qui sera éclaté au sol, qui va être censuré. Mais en attendant, on aura bien rigolé. Peut-être qu'on aura vu quelques petites colères, des excès d'ego, du zozotage à la bidonne. Qu'est-ce qu'on va... On va rigoler. On finit donc avec cette conclusion que j'ai trouvée de Jonathan Sturel. Il aura décidément tout raté, même son sacre tardif. Bayrou, c'est véritablement l'incarnation du néant en politique, et le fait qu'il accepte de devenir Premier ministre d'un président mort-vivant, qu'il utilise uniquement dans l'espoir de ne pas avoir à démissionner avant la fin de son mandat, nous confirme qu'il a une âme de serpillière qui se satisfait d'avoir à ramasser les gobelets vides après la fête. Des décennies de gesticulation politicarde pour finir voiture-balai du macronisme moribond, condamné à essuyer les traces de merde que Macron laisse systématiquement derrière lui et obligé de faire croire qu'il prend cette nomination pour un honneur républicain. Quelle triste fin pour cet éternel Benet. Pas de majorité, pas de marge de manœuvre, un poste de Premier ministre complètement vidé de sa substance, parce que la France n'est plus du tout un pays souverain, il gère plus sa monnaie, il gère même plus sa politique commerciale extérieure, il gère plus grand-chose, hein. Tout est décidé bientôt à l'Union européenne, il n'y a plus qu'un budget à voter dans le cadre des directives de la finance et de l'Union européenne, d'autant qu'on est sous le coup d'une procédure pour déficit excessif. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va rien faire, on va lui donner ce qu'il faut faire, il va le présenter, il va se faire virer, et puis ce sera fini. Mais bon, il aura été Premier ministre une fois dans sa vie, et donc après il a tous les avantages à vie, les retraites, les bureaux, les voitures de fonction, le personnel, et bonjour monsieur le Premier ministre, écœurant, minable, pathétique. Voilà où on en est de la vie politique française. Je sais pas jusqu'où on va descendre, parce que là, la situation est quand même assez grave, comme je l'expliquais dans la précédente vidéo. Les 2 dernières années, les mecs ont commencé à truquer les comptes. Ils ont planqué du fric dans tous les coins. Ils ont planqué de la dette. Puis au fur et à mesure de l'année, ah bah tiens, finalement, il manque des recettes, on a trop dépensé. C'est chaud, quoi. Et ils sont même plus capables de voter un budget, ni même de faire un gouvernement valable. Ah, et Ségolène, alors oui, c'est vrai, ça, on peut encore avoir Ségolène. Donc, je sais pas trop où c'est que ça va aller, parce que non seulement ils truquent les comptes, ils savent plus voter le budget, on est dans des contraintes en plus au niveau européen qui font qu'on peut pas régler la situation qui est structurelle, et on a des débiles au pouvoir. Qu'est-ce qui peut mal tourner? Franchement, je me le demande. Je vous remercie d'avoir suivi ce fantastique direct. Je vous invite aussi vivement à faire un tour sur zoneartisanale.com en cette période de Noël. Je vous rappelle que toutes les commandes qui sont passées entre le 15 et le 19 décembre en Mondial Relais et Colissimo seront honorées et arriveront à temps, quel que soit ce qui est indiqué sur le site, qui est purement indicatif. Et après le 19 décembre, je vous invite plutôt à passer par Colissimo pour être sûr d'être livré. Moi, je me démerderai pour poster les colis le plus rapidement possible. Merci à tous et à bientôt.